je vais donner la parole à Philippe Bonichon et Jean-Jacques Ferrandis pour une communication intitulée « Les connaissances sur la fièvre jaune avant Pasteur, l'intérêt du rapport établi pendant la campagne du Mexique 1661-1667 ». Cher Philippe, tu as la parole. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, on va vous parler, Jean-Jacques Ferrandis et moi-même, d'un sujet moderne, le Mexique et les maladies infectieuses. Et voilà. Alors on va vous parler de la fièvre jaune à travers un rapport qui a été fait en 1870 à la demande des autorités nationales et militaires, et un rapport qui a été fait à partir d'une immense expérience acquise au cours de la fameuse campagne française du Mexique. Alors dans ce titre, vous voyez qu'il y a 4 éléments. Il y a la fièvre jaune, il y a la campagne française, il y a le Mexique et il y a le médecin-chef Feugier. Nos archives, elles proviennent des archives médicales du Val-de-Grâce, là où sont entassées les archives médicales françaises, militaires. Le deuxième élément, c'est le Mexique. Le Mexique, c'est une situation géographique tout à fait particulière, une situation intertropicale nord, mais également une géographie particulière, puisque autour d'un littoral extrêmement étroit, il existe, après un littoral extrêmement étroit, il existe un plateau qui culmine rapidement à 2500 mètres et qui donne donc un aspect climatologique à ce pays tout à fait particulier. Vous avez la courbe transversale du Mexique en bas et à gauche. Le troisième élément, c'est la campagne du Mexique. On n'ose pas beaucoup en parler en France car on considère que c'est une défaite grave. Elle est liée à la décision conjointe des Français, des Anglais et des Espagnols qui, en octobre 1860, devant le refus de Benito Juárez de payer sa dette, décide une expédition punitive. Napoléon III a derrière la tête une autre idée, celle de faire un grand empire au Mexique pour contrebalancer la puissance américaine, en partie liée aux ventes des territoires du Sud par son oncle. Et en janvier 1862, les troupes alliées débarquent, mais rapidement, les Anglais et les Espagnols vont trouver un compromis avec Juárez et seules persisteront les troupes françaises. Vous les voyez avancer progressivement jusqu'à Orizaba en mars et en avril à Puebla. Les troupes sont accompagnées de toute une organisation sanitaire qui apparaît selon son intérêt en différents points de différentes couleurs. Et puis le 5 mai 1862, on décide de prendre la ville de Puebla, mais c'est un échec complet. Les forces françaises sont défaites et doivent rapidement évacuer à nouveau vers Orizaba et vers Cordoba. Alors, c'est la première période de la campagne du Mexique. Elle est mauvaise. 200 morts déjà de la fièvre jaune. L'attaque de Puebla s'est soldée par un certain nombre de morts et de blessés disparus. Et évidemment, le tout avec les autres maladies infectieuses et avec la guérilla mexicaine qui harcèle les troupes et les convois. Si bien que le gouvernement de l'époque décide d'accentuer sa pression. Il l'accentue en envoyant le fameux général Bazaine et des troupes qui deviennent de plus en plus nombreuses. Et vous voyez ici en grisé toute l'évolution et toute l'infiltration française au Mexique. Infiltration importante et qui est accompagnée par une organisation sanitaire qui est aussi importante.
Mais à partir de 1866, Napoléon III s'aperçoit qu'il est dans une impasse politique. Maximilien, qui a été nommé empereur du Mexique, a réussi à fédérer les différentes composantes de la politique mexicaine, mais il ne les a pas fédérées avec lui, comme il était prévu que ça se fasse. Il a réussi à les fédérer contre lui. Et l'homme qui va les fédérer, c'est évidemment Benito Juárez. Si bien que Napoléon III décide de rapatrier les troupes. Le repli se fera dans l'ordre. Le dernier bateau partira le 12 mars 1867. Dès lors, sans soutien, l'armée mexicaine et ses reliquats Maximilien vont progressivement perdre les territoires. Maximilien sera arrêté et fusillé le 19 juin 1867. C'est la fin de la campagne du Mexique. Alors, cette campagne, elle se traduit par un bilan qui n'est jamais bon puisque c'est une guerre. Un bilan avec 2500 blessés, 1900 morts. Mais si vous réfléchissez un peu, 1900 morts pour 5 ans de guerre dans les conditions dans lesquelles ça a été, bon, je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais il y a des guerres, même modernes, qui laissent plus de traces. En fait, elle est grave par son aspect sanitaire. 90 000 hospitalisations pour un corps de 46 000 soldats, 7 000 décédés, et en grande partie d'ailleurs de la fameuse fièvre jaune. Mais là encore, si on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que par rapport aux missions antérieures, il y a eu du progrès. Il y a eu du progrès entre Nienes, qui débarque au Mexique et qui perd la quasi-totalité de ses hommes, jusqu'en 1802 avec la fameuse expédition de Saint-Domingue, où le général Leclerc va perdre 23 000 hommes. Alors, ces progrès, ils sont quand même liés à l'organisation de l'expédition française et en particulier à sa bonne organisation sur le plan sanitaire. Depuis le début du XIXe siècle, on a réorganisé les différents gouvernements, à la fois royalistes, républicains et impériaux, ont réorganisé l'armée en créant un véritable service de santé avec des grades qui correspondent aux grades traditionnels de l'armée. Et puis, cet état sanitaire, il est dirigé par un certain nombre d'officiers. Et l'officier supérieur qui est en charge de cette expédition, c'est Hippolyte Larrey, le fils du fameux général napoléonien, qui va demander, qui va recevoir les rapports de la campagne. Hippolyte Larrey est le président du conseil scientifique de l'armée. Il est membre de l'Académie des sciences. C'est une autorité qui est en proie directement avec les connaissances du jour. Si bien qu'on va lui envoyer les rapports, et c'est ce que nous avons analysé avec Jean-Jacques Ferrandis. Vous voyez ici les rapports médicaux de la campagne du Mexique. Il y a 9 cartons. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces 9 cartons ? Eh bien, on retrouve les rapports que faisaient les médecins sur place, de réels rapports militaires médicaux, avec, vous voyez, la fièvre jaune ici, qui apparaît très nettement, et puis un certain nombre de maladies infectieuses. Tout ça est très bien comptabilisé. Il y a aussi également des rapports personnels, des livres de bord, comme celui de Clarenboust. Et puis il y a des rapports scientifiques, car il s'agit évidemment de médecins à qui on va demander des explications. Ils vont à l'origine de rapports, dont ce fameux rapport du docteur Fugier, qui contient 420 pages et qui est résumé à travers un petit fascicule, le tout regroupant une analyse de 9000 patients atteints de la fièvre jaune. Alors, il pose un certain nombre de questions, et l'intérêt de ce rapport, 1870, eh bien l'intérêt de ce rapport, et là mon cher Patrick, on va finir notre exposé là où tu as commencé le tien, car il s'achève
là où va commencer ensuite la révolution pasteurienne 1870. Donc on a un état de la pensée médicale juste avant la révolution pasteurienne. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la pensée médicale à la fièvre jaune dans le rapport de Feuchet? Bien, la première chose, c'est qu'il regarde où sont les foyers de fièvre jaune. Et il s'aperçoit qu'il y a un endroit où elle existe tout le temps, en particulier au moment de la saison humide. C'est la région de la Veracruz. Et puis sur toute la côte, au niveau des fameuses terres chaudes, eh bien, on trouve des épidémies successives, mais nettement moins importantes qu'au niveau de Veracruz. Et puis, un peu plus en dehors, quelle que soit la situation, on va trouver des cas de fièvre jaune, mais ces cas seront généralement des cas transportés. Donc il en conclut, vous le voyez, ainsi la fièvre jaune sévit à l'intérieur des terres, qu'à une distance et une altitude limitée, elle ne s'y montre dans certains points où sa naissance a besoin d'être aidée par diverses circonstances qui paraissent être surtout une agglomération prolongée et une quantité d'hommes et d'animaux comme c'est à Veracruz. Et d'après notre observation, c'est donc à la Veracruz que dérive la fièvre jaune qui s'observe à l'intérieur des terres chaudes et le plus souvent dans les petites villes du littoral où l'endémie est en général faible. Alors, il se dit, mais pourquoi la Veracruz? Veracruz, vous avez une vue moderne aujourd'hui prise sur Google. Hier, c'était une petite cité de quelques habitants. Alors, il est sûr que Veracruz, en dehors de la concentration humaine, Veracruz a une situation particulière. Veracruz, ce sont des marais qui aujourd'hui sont complètement asséchés. Mais à l'époque, ça grouillait de caïmans. Veracruz, c'est aussi ces dunes de sable que les Mexicains appellent des madanos. C'est des dunes de sable faites par le vent du nord au moment de la période chaude. Et ces dunes de sable vont envoyer leurs embruns sablés sur la ville. Rappelons un peu ce que nous a dit Monsieur le doyen au sujet des microbes et de leur support. Et il conclut dans cette atmosphère doivent pulluler des myriades de corpuscules animés invisibles, les visibles en certains jours, les moustiques en particulier de diverses espèces rendent à l'homme l'existence pénible par leurs attaques incessantes. Il a trouvé le vecteur. Alors il étudie d'autres causes sur lesquelles je n'insisterai pas, mais qui sont des causes plutôt d'hygiène, en particulier l'état lamentable dans lequel se trouve la ville sur le plan de l'hygiène. Et il en conclut qu'il y a un miasme, ce qui est la théorie de l'époque supportée par Hippolyte Larrey et l'Académie de médecine. Il en conclut qu'il y a un miasme qui résulte de la combinaison catalytique plus ou moins définie, comme par des équivalents chimiques encore indéterminés, de la plupart ou de la totalité des influences que nous venons d'énumérer. Ce miasme semble ne pouvoir se créer que dans l'atmosphère même de la ville. La fièvre jaune, et ça c'est la transmissibilité, la fièvre jaune pourra donc être transmissible non pas par contagion directe, les faits le démontrent, mais par infection préalable du milieu ou des objets par ce miasme spécial. Nous croyons aussi à la possibilité donc de sa transportation. Alors, très rapidement, c'était déjà connu, l'immunité était connue, il n'y a pas de problème, il la confirme, mais il s'aperçoit que les Noirs venant des Antilles n'attrapent pas la fièvre jaune, évidemment, ils sont immunisés. Et il a une remarque assez étonnante qui sont celles des Chinois. Les Chinois, on le sait, n'attrapent pas la fièvre jaune à cause de l'immunité croisée avec certaines pathologies extrême-orientales. Et il le remarque, les Chinois seraient moins fréquemment atteints par la fièvre jaune, ce qui est quand même un comble, pardonnez-moi l'expression, que les autres étrangers dans cette île. Alors, il étudie différents chapitres, il étudie en particulier l'incubation, je ne vais pas insister, mais surtout, il en conclut par expliquer la nature de cette maladie selon lui. Et selon lui, la fièvre jaune est un empoisonnement. C'est donc une maladie d'ordre
chimique. Et on rejoint ce qui avait été présenté par Mme Gourevitch, où on trouve le rapport entre la chimie et filé à bactériologie. La fièvre jaune est un empoisonnement du sang par un miasme particulier, le sang étant alors altéré. Et il explique alors les deux phases de la fièvre jaune. Dans la première, c'est la réaction contre le poison qui est introduit dans l'organisme. Dans la seconde, les symptômes résultent de l'altération du sang et ça produit les lésions que l'on constate lors des autopsies des patients. Alors, il parle ensuite de virus, parce que ce miasme va transporter un virus. C'est une théorie des mots qui sont anciens. Il suffit de prendre le dictionnaire encyclopédique de la médecine de 1838 pour en chercher la définition. Le miasme sont les particules de substances organiques altérées, volatiles ou emportées par les liquides volatiles lors de leur évaporation, qui proviennent des animaux ou des végétaux en voie de décomposition, des déjections, des exhalations pulmonaires ou sudorales d'agneaux sains ou malades. Quant au virus, voilà sa définition dans le dictionnaire de 1836. Le virus, c'est une expression consacrée par le langage médical pour désigner un principe insaisissable, ordinairement inhérent à des produits de sécrétion morbide, et ayant pour propriété essentielle et caractéristique de produire sur un individu sain une affection parfaitement semblable à celle qui lui a donné naissance, affection qui, à son tour, en détermine une pareille. Alors, devant cette fièvre jaune, les médecins traitent les malades. Il y a un grand chapitre du rapport qui est consacré au traitement. Mais naturellement, il n'y a pas tout. Ils ont essayé des tas de médicaments, mais aucun ne marche vraiment. Et ils ont conclu que ainsi le médecin aux abois s'attriste d'être impuissant devant cette maladie. Recherche de nouvelles médications, c'est la recherche du progrès. Et il va même jusqu'à préconiser certaines thérapeutiques basées sur l'empirisme. Alors, je prendrai cette conclusion au mot qu'a écrit Jean-Jacques Ferrandis sur le sujet pour résumer les propos sur la fièvre jaune et le Mexique et pour remarquer combien les médecins à cette époque recherchaient des solutions et que la recherche de solutions leur a permis de faire avancer les travaux bien avant Pasteur, puisqu'on est passé de 80% de mortalité à environ 8% de mortalité. Alors évidemment, que sont devenus ces différents éléments ? Eh bien évidemment, l'immunité, la fièvre jaune, c'est Pasteur qui va la résoudre. Et là, on a la fameuse vue à la Sorbonne en 1892. Le Mexique, c'est un pays étonnant. À l'époque, il y avait 10 millions de personnes. Et d'ailleurs, Feugier le dit, c'est un pays qui est peu peuplé. Et les Français sont bien accueillis. Et ils ont été bien accueillis malgré la guerre. Aujourd'hui, le Mexique, c'est un pays de 108 millions d'habitants. Mais les Français sont toujours bien accueillis. Alors, Napoléon III. Napoléon III, il a connu un désastre militaire à cause d'une incapacité politique. Et 3 ans plus tard, il va connaître l'inverse, c'est-à-dire la perte du pouvoir à un désastre politique après une catastrophe militaire, celle de la guerre de 70. Le docteur Fusier, médecin-chef de l'armée, prendra sa retraite. Il va mourir en 1880 et j'ai appris dernièrement qu'il était enterré à Montparnasse, dans le cimetière de Montparnasse, c'est-à-dire en fait à 400 mètres de Cochin. Je peux vous dire que j'irai le saluer sur sa tombe lorsque j'aurai quelques moments de tranquillité. Quant à la fièvre jaune, eh bien la fièvre jaune,
Évidemment, aujourd'hui, elle ne fait plus les dégâts qu'elle faisait, mais il n'y a toujours pas de traitement vraiment efficace de la fièvre jaune. Le seul traitement, et d'ailleurs, Fugier en parle longtemps, c'est la prophylaxie. La fièvre jaune, elle a comme seul intérêt d'avoir une prophylaxie extrêmement efficace. C'est pour ça, chers amis, que si vous vous rendez au Brésil lors du prochain congrès de novembre, le docteur Fugier, Jean-Jacques Ferrandis et moi-même, nous vous conseillons fortement de vous faire vacciner. Voilà, je vous remercie. Alors, qui veut commencer ? Je ferai un tout petit commentaire. Donc, la suite de l'histoire est intéressante. Walter Reed, vers 1898, lorsque les Américains sont venus libérer déjà Cuba, ils ont essuyé évidemment des épidémies de fièvre jaune, et Walter Reed a fait des expériences humaines en reprenant celle de Carlos Finlay, un franco-cubain, qui avait eu le culot d'injecter des broyats de moustiques en intraveineux à des patients qui n'étaient pas consentants. Il n'y avait pas de. Et Walter Reed a fait la même chose. Pour quelques dollars or, il faisait injecter à des volontaires, des recrues américaines, et il y a un tableau célèbre qui montre cet acte, du sang de personnes atteintes de fièvre jaune. La mortalité de la fièvre jaune sans traitement, quel que soit le traitement, je veux dire, c'est 60%. 60% de ces jeunes mouraient. Il avait remarqué aussi que c'était pas contagieux parce qu'il avait fait coucher, moyennant argent, dans le même lit des gens qui avaient la fièvre jaune et des soldats en bonne santé. Et jamais il ne l'attrapait comme ça. Voilà, enfin je te dis ça, c'est l'épilogue de ton histoire. Vas-y. Si tu permets, nous avons présenté deux versions de l'armée, de l'activité militaire. Une version un peu dure, celle que tu t'es chargé de présenter, et puis une version un peu plus humaine, celle qui est le travail considérable que tous ces médecins militaires ont fait et qui ont fait progresser la science quand même avant Pasteur, alors c'est sûr. Sont bien différentes entre les deux catégories. Oui. Mais moi, c'est des médecins très isolés, oui, et qui n'ont pas fait le serment d'Hippocrate. Non, mais... Je voudrais juste poser une question dans les rapports médicaux militaires sur la fièvre jaune. Tu as surtout parlé des aspects épidémiologiques et un peu de la comptabilité des décès, mais est-ce qu'on trouve dans ces rapports des éléments cliniques ? Est-ce qu'on trouve des éléments qui pourraient intéresser ? Et est-ce que la fièvre jaune était déjà connue et bien décrite auparavant ou pas vraiment ? Oui, alors si tu veux, il y a tout un tas de points que j'ai laissés de côté. Il faut voir qu'avant de parler de l'épidémiologie, qui était le sujet qu'on avait décidé de traiter avec Jean-Jacques, il y a un problème énorme qui se posait, qui était un problème diagnostique. Les gens se sont battus pendant 50 ans pour faire la distinction entre le paludisme, les différentes fièvres que l'on pouvait trouver à ces endroits, puis la fièvre jaune. Bon. Et au moment où Fugier fait son rapport, le problème semble résolu. Les médecins savent parfaitement bien déterminer la fièvre jaune et la diagnostiquer. Et il y a des rapports cliniques et il y a même des rapports autopsiques. Il faut voir qu'ils autopsiaient beaucoup les malades. Et c'était d'ailleurs quand il y avait un doute diagnostique, on autopsiait le malade. Malheureusement, si tu veux, il faut bien voir que les archives, et là je pense que Jean-Jacques sera plus à même d'en parler que moi, les archives qui sont au Val-de-Grâce, ce sont les archives qui ont été ramenées. Mais il y a encore énormément d'archives au Mexique, celles qui n'ont pas pu être transportées au moment du retour de la campagne française. Et il est vraisemblable d'ailleurs que les Mexicains en ont détruit un grand nombre. Oui, c'est tout simplement ce que je voulais rajouter. Au Mexique, n'oublions pas que
rapidement, là tu as montré les ambulances, les différents hôpitaux temporaires, mais notamment les médecins militaires, comme toujours à cette époque, eh bien, prenaient en compte un hôpital. Par exemple, Fusier et donc prend l'hôpital de la ville, réquisitionné, et on y traite les blessés, d'abord les blessés et malades militaires, et ainsi que la population civile. Ce que je voulais vous dire aussi, rajouter, et c'est important, c'est que Fusier et ses camarades ont l'expérience de la conquête de l'Algérie qui vient de se passer quelques années auparavant, et ils savent particulièrement bien diagnostiquer les fièvres palustres. On ne parle pas encore de paludisme, on est bien d'accord historiquement parlant, et donc ils savent très bien que et il y a d'ailleurs des débats avec des médecins civils mexicains sur place, ils savent très bien faire la part des choses, ne pas traiter les malades atteints de fièvre jaune par la quinine, et à l'inverse, traiter les fièvres palustres par justement cette quinine.